Je voulais juste déjà vous remercier d'être là pour cette dernière conférence du salon professionnel qui se tient depuis 2 jours. J'espère que vous en avez profité, que vous avez appris plein de choses. On avait voulu introduire cette dimension. En fait, je vais vous dire tout de suite, c'est une volonté de ma part. Je suis fondatrice du salon, cofondatrice. Et je me suis aperçue il y a quelque temps, dans l'année dernière peut-être, qu'on avait eu la chance d'être né du bon côté du continent, enfin du monde, dans une société où on a plutôt des droits qui sont assez équivalents à ceux des hommes. On est dans le pays des droits de l'homme en plus. Mais qu'il y avait des signaux faibles et que déjà, sur certaines parties de la Terre, les droits des femmes sont complètement bafoués. Et puis dans des sociétés qui nous ressemblent un peu plus, elles commencent à être fragilisées sérieusement. Et ma prise de conscience a été de se dire, il faut qu'on reste vigilante. Et c'est notre devoir à chacune de bien comprendre de quoi on parle quand on parle du droit des femmes. Et surtout de ne jamais oublier d'où on vient. Et le combat qui a été mené depuis par d'autres femmes avant nous. Et pour honorer leur combat, il faut toujours l'avoir en tête et pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je tenais à introduire cette table ronde. Je vous remercie donc d'être là et d'accueillir Juliette Mel. Merci d'avoir fait le trajet jusqu'à nous. Qui a coécrit, quand j'ai vu le livre, en fait ça a fait tilt, un livre qui s'appelle Le droit des femmes, on va en parler, et qui a coécrit ce livre avec Isabelle Rome, ancienne ministre pour l'égalité, je n'ai plus son titre exact, parce que je ne suis pas très douée pour ça. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire déjà découvrir ce livre, et puis de continuer à œuvrer pour que chacune... pour que nos droits continuent d'exister, de rester égalitaires, c'est important, pour nos filles, et puis nos petites filles, et puis voilà. Donc merci infiniment Juliette, je ne vais pas prolonger et prendre plus de temps sur cette conférence, mais je reste à tes côtés si besoin. Voilà, je vous laisse démarrer. Merci beaucoup. Ce livre sur les droits des femmes, ça a été une idée puisqu'il est sorti le 8 mars l'année dernière et il a été pas mal primé. Moi, je connaissais déjà Isabelle Rome parce que j'avais déjà écrit un livre qui s'appelle Femmes de loi, où je cherchais à mettre en avant des parcours féminins dans des milieux masculins, comme des directrices de prison, comme des ministres, puisque même si aujourd'hui il y en a pas mal, c'est quand même un phénomène assez récent, comme des juges au Conseil constitutionnel, toujours évidemment par le prisme du droit, puisque je suis avocate et maître de conférence à l'université. Donc évidemment, j'essaye de parler de ce que je connais. Et en rencontrant Isabelle, j'ai beaucoup accroché avec elle, et j'ai eu l'idée de faire ce livre, qui est un livre illustré, parce que j'ai eu la sensation qu'on avait déjà dit beaucoup de choses et qu'en même temps, on n'avait pas tout dit. Et que quand on me demandait mais quel est l'intérêt de sortir en 2024 un livre sur les droits des femmes, maintenant l'égalité, tout le monde la connaît, je me suis dit qu'il allait falloir trouver une autre façon de montrer qu'il y avait des choses à faire. Et j'ai trouvé que le prisme de l'illustration, je pourrais vous le faire passer, c'est à la librairie, donc il ne faut pas le corner. Je trouvais que l'illustration était un mode d'apprentissage aussi poignant que les mots, parce que parfois, dans une société où on ne peut pas forcément ni dire ni écrire ce qu'on a envie, la façon de l'imager permet de comprendre et de s'imaginer des choses qu'on n'écrit pas et qu'on ne dit pas. Donc l'objectif, c'était celui-là, et c'était celui aussi de faire un recensement et comparatif et historique pour montrer que
oui, on a fait beaucoup de choses en France. Oui, les femmes sont largement protégées en France et il y a déjà un arsenal juridique important qui existe pour les protéger et leur assurer un certain nombre de droits, qui fait que les femmes qui sont soumises aux lois françaises sont par rapport à d'autres femmes dans d'autres pays. Et c'est amusant parce que quand j'ai travaillé un petit peu cette intervention, je me suis rendu compte que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, voilà, en Afghanistan, les femmes n'ont même plus le droit de prendre la parole en public. Et avant-hier, les statistiques sont tombées. Et l'année dernière, en France, il y a eu 800 suicides de femmes du fait du harcèlement qu'elles estiment subir, qu'il soit moral ou physique, de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et il y a un féminicide tous les 3 jours. Partant de là, même si tout l'arsenal juridique existe, ou en tout cas est supposé exister, eh bien, cela signifie, à mon sens, je n'exprime que mon point de vue, qu'il y a soit un problème de méconnaissance de la loi, ce que je n'ose imaginer, soit un problème d'application de la loi, ce qui semble un peu plus prégnant. Et donc ce livre a vocation à recenser les différents droits que les femmes ont et de montrer comment ils peuvent s'appliquer et quels problèmes cela peut poser. Ces droits s'articulent généralement en 2 familles parce que en droit français, l'esprit est toujours binaire, donc on marche par 2, c'est un peu comme en informatique. Il y a d'abord les droits extra-patrimoniaux, ça veut dire ceux qui sont pas liés à l'argent, et ensuite les droits patrimoniaux. Dans les droits extra-patrimoniaux, les femmes ont des droits divers et variés qui sont susceptibles soit de sanctions civiles. Par exemple, si vous êtes victime d'un harcèlement dans votre travail ou d'une discrimination dans votre travail, ce n'est pas toujours susceptible de relever d'une qualification pénale, donc ça peut relever d'un juge civil, en l'espèce le juge prud'homal. Et il y a d'autres méconnaissances qui sont susceptibles d'une sanction pénale qui n'a évidemment pas du tout la même finalité, puisque la sanction pénale a un objectif clairement de punition au sens voyant du terme, c'est-à-dire traîner quelqu'un en correctionnel, j'utilise exprès ce terme, traîner quelqu'un en correctionnel, c'est qu'on a vraiment envie de lui faire du mal. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une infraction de diffamation, quelqu'un qui diffame quelqu'un, vous avez le choix entre saisir le juge civil et le juge pénal. Quand vous saisissez le juge civil, c'est que vous voulez un dédommagement, pas de publicité, vous cherchez juste à avoir des sous. Exemple, les procès que les personnalités peuvent faire à Voici ou à Gala quand elles estiment que leurs droits à l'image sont bafoués. Mais si vous saisissez le juge pénal, c'est qu'au contraire, vous cherchez une menace de sanctions correctionnelles, voire même des interdictions diverses et variées. Donc le choix de la sanction est extrêmement important et tout n'est pas forcément visible. C'est-à-dire que les femmes peuvent parfaitement obtenir le respect de leurs droits sans forcément, concrètement, aller à la police ou entamer des démarches pénales. Donc ça, c'est un point qui me semble important à savoir. Et puis, le principe, c'est que le principe est simple, le principe est celui de l'égalité. C'est-à-dire que le principe, c'est que normalement, la question ne devrait même pas se poser. Et à tel point qu'à chaque fois que je parle de ce livre, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Et à quand un livre sur les droits des hommes ?» Et je pense qu'il va falloir le faire. Je pense qu'il va falloir le faire, puisqu'en plus, aujourd'hui, on est victime, enfin, les hommes sont victimes d'un mécanisme à rebours, qui est que, bon, après, on pourra parler des lois sur la parité si ça vous intéresse et des quotas, mais les hommes sont aujourd'hui des victimes d'un phénomène à rebours, ce qui crée, à mon sens, un refus du dialogue sur des situations préoccupantes qui existent. Donc, il y a tout un arsenal de droits qui sont créés et qui évoluent au fil des ans, qui sont des droits jeunes,
Parce qu'il faut se rappeler, alors vous allez dire ça date pas d'hier et d'avant-hier, mais enfin quand même, ça a moins de 50 ans. Ça fait moins de 50 ans que les femmes ont le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom sans demander l'autorisation de leur mari. Donc voilà, la loi sur l'IVG, c'est assez récent. Aujourd'hui encore, la gestation pour autrui est interdite en France. Donc il y a tout un certain nombre de droits ou de devoirs qui sont explicités pour montrer un petit peu le panel des droits qui existent, donc tant sur le plan, encore une fois, extra-patrimonial que sur le plan patrimonial. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un fonds de commerce? Est-ce que on a le droit de faire des donations sans avoir l'autorisation de son mari? Quelle peut être l'influence du régime du mariage là-dessus, etc., etc. Donc c'est un livre d'ouverture sur les différents droits qui peuvent exister, avec évidemment un focus sur les problématiques pénales, que sont les différences entre un meurtre, un assassinat, du harcèlement, de la discrimination, c'est pas du tout pareil, et un certain nombre de prérogatives qui sont encore aujourd'hui susceptibles de créer, à mon sens, des sujets assez méconnus, puisque les discriminations sont rarement frontales. Pour exemple, aujourd'hui, j'ai pu échanger avec une femme policière il y a peu. Il y a une violence verbale sur les jeunes filles, qu'elles soient au collège ou au lycée, avec un problème de prise en compte de la parole donnée. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce que déplore la police, c'est que quand des jeunes filles viennent dire « voilà, un tel m'a dit ça », etc., ce qui serait susceptible d'une qualification pénale, je vais vous donner un exemple, un garçon dit à une jeune fille « si tu veux pas coucher avec moi, je vais te violer », voilà. Ça, c'est une infraction pénale aujourd'hui. Okay, c'est la menace de commettre un acte de viol. C'est une infraction pénale. Donc ça veut dire qu'en théorie, la jeune fille est censée aller déposer une plainte. Et derrière, il est censé être transmis cette plainte au juge pour qu'au moins ça rejoigne le dossier du mineur. Eh bien, dans les faits, c'est le cas sur moins de 10% des cas, hein, les statistiques. Donc on rejoint ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que finalement, à mon sens, mais ce n'est que mon opinion, l'arsenal législatif existe, mais le vrai sujet, c'est dans son application. Et ça, c'est commun que l'on parle des féminicides, que l'on parle des viols, que l'on parle des incestes, ou que l'on parle même d'une agression verbale dans la rue. Il est assez rare qu'il y ait des suites juridiques à cela. Alors vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que ces suites juridiques, elles ne sont pas suivies des faits. Oui, mais si on n'initie pas un mouvement, il ne risque pas d'aboutir. Donc ça, c'est un autre sujet, l'engorgement des tribunaux, le manque de moyens, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais le point de départ reste que si personne ne fait rien et qu'on choisit de se taire, il ne risque pas d'y avoir les conséquences de ce qu'on va reprocher derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça le sujet. Et on le voit bien avec... vous me dites si je ne suis pas claire, parce que c'est un échange quand même. On le voit bien avec tout le mouvement #, MeToo et tout ce phénomène de libéralisation de la parole, et je dirais même de sur-libéralisation de la parole, que ce soit dans le milieu du cinéma ou autre. Je parle d'exemples dont tout le monde entend parler. Eh bien, ça a quand même entraîné, alors évidemment, il y a des déviances, etc., mais ça a quand même permis, à mon sens, encore une fois, c'est mon opinion, de remettre le curseur au milieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, chacun d'entre nous, et c'est peut-être pour ça, hein, parce que, bon, déjà, je suis une femme, j'exerce dans un milieu complètement masculin, parce que je fais du droit de la construction. J'ai monté mon cabinet à 30 ans, j'étais maître de conférence à 23 ans, et j'ai une fille.
Et j'ai toujours écrit, il y a plusieurs livres qui sont sur ces sujets, des livres sur les femmes. Et donc ma mère a fini par me poser la question, mais pourquoi? Parce qu'elle-même a travaillé, etc. Et elle n'a jamais... j'ai pas eu l'impression qu'elle était violentée par mon père ou autre, ou qu'il y avait un problème de... Enfin si, évidemment, c'était elle qui s'occupait des tâches ménagères, etc. Mais bon, hormis ça, il n'y avait rien qui m'a paru anormal. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être ce fil rouge, c'était, et c'est ce que je dis finalement quand j'en parle, que chacun a son rôle à jouer, quoi. C'est-à-dire que chacun peut faire avancer l'ensemble. Et c'est un peu, c'est à la mode, hein. Vous allez me dire qu'en écologie, les gens disent la même chose, en écosophie, etc., etc. Mais pour le droit des femmes, à mon sens, c'est réel. C'est-à-dire qu'avoir le courage d'aller déposer une plainte parce qu'un garçon de votre classe a dit si tu couches pas avec moi, je vais te violer, c'est courageux, bien sûr que c'est courageux. Ça va entraîner des conséquences, bien sûr que ça va entraîner des conséquences. Mais je pense qu'il faut le faire. Parce que si tout le monde le fait, eh bien, il y a un moment où, voilà, ça va réfléchir avant de sortir. Parce que les sanctions pénales, elles existent. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand la plainte est déposée, la brigade des mineurs transmet ça au juge d'instruction qui va décider s'il y a des suites à donner ou non. Et il y a un dossier, il y a une trace, etc., etc. Et Isabelle Rome, qui est donc notre ancienne ministre de l'égalité, a beaucoup œuvré pour ces choses-là et parcourt tous les tribunaux de France, donc je me fais un peu son porte-parole, pour justement faire de la pédagogie là-dessus, pour que ce soit sur les violences, qui sont évidemment des sujets, je dirais presque encore plus graves, mais qui ont finalement exactement le même ressort. C'est que quand on ne dit pas, et ça quel que soit le milieu, moi mon précédent associé, j'ai pas la première, donc je suis pas si vieille que ça, j'étais associée avec lui, et à mon premier accouchement, la veille de l'accouchement, j'étais au cabinet, et je suis retournée travailler au cabinet avec un coussin sous les fesses 15 jours après. Vous pouvez le couper au montage, ça, je pense. Et il m'a dit, à la fin du mois, bah, t'as pas travaillé ce mois-ci, tu seras pas payé. Et je parle de ça, voilà, ma fille, elle est née en 2012, quoi. Et j'ai pas non plus 90 ans. Donc, et ça, c'est des exemples réels d'aujourd'hui, dans un milieu censé intello, d'avocats parisiens, quoi. Donc, bon, voilà, ça fait relativiser ce qui peut se passer ailleurs. Donc c'est pour ça, alors vous allez me dire qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris le risque d'aller au conflit avec lui et je m'en suis rapporté à mon bâtonnier. Donc évidemment ça s'est très très mal passé, mais ça ne s'est plus reproduit. Donc voilà, je pense que ça ne veut pas dire que je suis courageuse, ça veut dire qu'il y a un moment où en conscience, il faut savoir où on veut aller. Donc si le sujet c'est parce qu'il nous arrive des choses à nous, ou tout simplement parce qu'on ne veut pas que ça arrive à nos enfants ou que ça arrive à des gens qu'on connaît, ça veut dire qu'à son petit échelon, quand ça arrive, parce que ça arrive à tout le monde, dans le livre Femmes de loi où j'interviewais toutes ces femmes, il y en a une qui m'a dit, et qui s'appelle Noël Lenoir, elle raconte l'épisode dans le livre, donc je peux en parler. Noël Lenoir, qui était donc une ministre sous François Mitterrand, donc une des premières ministres femmes, eh bien, elle a dit que la première fois qu'elle était rentrée en Conseil des ministres, il y a quelqu'un qui lui avait donné sa tasse à café, qu'il n'avait pas reconnue. Et donc, il ne s'était même pas posé la question, il est rentré avec sa pile de dossiers, il a vu une femme, tiens, il lui a donné sa tasse et il s'est assis. Et donc, quand elle s'est assise à côté de lui, voilà. Voilà, moi quand je vais plaider, ça m'arrive encore qu'on m'appelle jeune fille. Ça me fait plaisir, je me dis que j'ai un bon chirurgien plastique. Mais donc toutes ces petites choses, parce que chacun a son curseur, hein, il y a des gens que ça fait rigoler, et voilà. Toutes ces petites choses, moi quand on m'appelle jeune fille par exemple, ça me fait pas bondir. Mais en revanche, j'ai eu aussi d'autres choses qui m'ont fait bondir. Donc je veux dire, chacun a son petit curseur par rapport à son histoire, à sa moralité, etc. Et à mon sens, dès que le curseur est dépassé, eh bien, il faut faire les choses, sachant que en droit, encore une fois, pour moi, et après on peut peut-être échanger par rapport à vos questions, pour moi, l'arsenal juridique existe
pour protéger une égalité réelle qui n'existe pas dans les faits, et voire même forcer cette égalité. Parce que toutes les lois sur les quotas, et notamment dans les conseils d'administration et les COMEX, sont là pour forcer cette égalité. Aujourd'hui, il y a plein de professions où on est obligé de marcher par un homme et par une femme. Moi, je suis contre, hein, personnellement. Je trouve ça ridicule. On peut aussi mettre une parité pour les personnes à mobilité réduite, etc. Je trouve ça ridicule. Je pense qu'il vaut mieux assurer l'égalité autrement. Mais bon, à chaque fois que j'en parle à des ministres, tout le monde me dit « Mais non, il ne faut surtout pas dire ça, Juliette, parce qu'en fait, on est obligé de faire ça, sinon il ne se passerait rien. » Donc c'est dramatique, mais pourquoi pas ? Et j'en reviens peut-être après pour vous laisser la parole sur la vigilance que nous devons avoir. Parce que quand on voit la bataille, et là encore une fois, je regrette qu'Isabelle n'ait pas pu venir, parce qu'Isabelle, c'est grâce à Isabelle que le droit à l'avortement est dans la Constitution française. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus y toucher sans faire une réforme de la Constitution. Donc bravissimo, oui, on est d'accord. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, qui sont quand même la première puissance mondiale et un pays de liberté, parce que les États-Unis sont un pays de liberté par rapport au droit à l'avortement, eh bien, je pense que nous pourrions finir là-dessus, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut que nous soyons toutes vigilantes, parce que même en France aujourd'hui, je ne sais pas si sans doute peut-être que ça vous est arrivé ou que vous connaissez des gens à qui ça est arrivé, mais c'est très compliqué de se faire avorter aujourd'hui, en 2024, même si c'est dans la Constitution, et moi je suis assez sensible à ce sujet, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gynécologues qui refusent d'avorter des jeunes filles, et que voilà, quand ça arrive, eh bien, on se retrouve parfois dans des situations extrêmement complexes, tout simplement, encore une fois, et ça sera mon fil conducteur, parce que le droit n'est pas appliqué et qu'il n'y a pas de sanction parce que personne ne dit rien. Alors que si, quand un gynécologue refuse d'avorter quelqu'un, eh bien la personne, la patiente, saisit le conseil de l'ordre des médecins ou trouve un gynécologue, par exemple, moi je vous donne un exemple, si j'ai... le ministère d'avocat est obligatoire en droit. Donc si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez demander ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, qui fait qu'on va vous trouver un avocat. Eh bien pourquoi on ne ferait pas ça pour les médecins? C'est-à-dire que quand on ne trouve pas un médecin qui veut vous avorter, eh ben vous allez voir l'ordre des médecins, et il vous trouve un gynécologue qui va vous donner les moyens de vous avorter dans des délais qui sont compatibles avec la loi. Donc il y a toute une série de choses qui pourraient être assez facilement en place pour que les règles juridiques qui, encore une fois, existent, puissent recevoir application et qu'il n'y ait pas de honte autour de tous ces sujets-là. Voilà, je ne sais pas... Merci beaucoup. Je masse pas, là. Ou non, mais c'est... Merci. C'est essentiel de se rappeler ça. Moi, on est bien sûr consciente de nos droits par rapport à notre vie, notre santé, les agressions potentielles, etc. Ici, étant sur un événement aussi professionnel, je pense qu'il y a aussi encore beaucoup d'inégalités. On parlait des lois, notamment la loi Copé-Zimmermann qui donc impose une parité dans les conseils d'administration, et on y approche. Sincèrement, ça a eu un effet. Mais si on regarde aujourd'hui les comités de direction, les comités opérationnels, donc là où les décisions se prennent quand même, là on tombe à 27%, et quand on regarde les femmes DG, directrices générales, dans le 440, on est à moins de 8%. Donc bon, il y a du chemin à faire. Là-dessus, il n'y a pas encore de quotas. Bon, je sais que j'étais contre les quotas aussi, en me disant on n'a pas besoin d'avoir des quotas pour pouvoir exister par nos droits. Mais en fait, si, et ça fait bouger les choses. J'ai l'impression que ça ne marche plus. Il y a d'autres inégalités dans la vie professionnelle sans atteindre les comités de direction. C'est l'égalité des salaires. On a fêté récemment... Moins 24%. Voilà, moins de 24%. Toutes professions confondues. Toutes professions confondues, donc... Mais ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Hein. C'est-à-dire, oui, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, oui. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas forcément parce que les catégories sont élevées qu'il n'y a plus d'inégalités. Parfois, c'est même l'inverse. C'est même là qu'il y a les plus d'inégalités, puisque les pourcentages sont plus importants.
Enfin, les salaires étant plus importants, le pourcentage est... Oui, et puis il y a aussi une autre explication, c'est que quand les professions, par exemple, si vous êtes dans une catégorie socio-professionnelle employée, parfois les salaires sont figés, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent juridiquement avec des barèmes. Et dès que vous sortez des barèmes, c'est là que les inégalités peuvent commencer à poindre. Et dans les professions juridiques, par exemple, il y en a beaucoup. Et ma question, s'il y a une réponse, hein, mais comment agir à sa mesure? Parce que c'est très difficile finalement, le salaire en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on ne communique pas, qui est individuel, on dit que c'est selon sa formation, son expérience, etc. Et comment on fait pour faire avancer ce sujet-là de manière générale? J'ai la question, enfin c'est une question que je me pose aussi en me disant quelle est notre responsabilité individuelle pour œuvrer sur ça? La première des choses, c'est à mon sens, c'est quand on observe un phénomène déviant, il faut essayer de le faire sanctionner. C'est-à-dire que lorsque vous avez un manager qui concrètement va freiner l'avancement parce qu'il considère que vous partez tous les jours à 16h pour aller chercher petit dernier à l'école, ça peut être un phénomène déviant si vous y avez le droit. Et alors que par exemple, il ne sanctionnerait pas Bob parce que lui, il va jouer au volley. Et ça, ce sont des réalités. Hein. Je veux dire que tous les exemples que je prends là, ce sont exprès des exemples qui existent ou qui ont fait l'objet de jugements. Donc ça veut. Et puis, moi, j'ai un autre conseil, c'est d'essayer aussi d'être le plus asexué possible. C'est-à-dire que moi, quand je pars du cabinet, je ne dis pas nécessairement que je vais chez le pédiatre. Je pars du cabinet. Pas rattaché. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance, nous, toujours à dire tout ce qu'on fait. Oui, parce que si on dit je dois partir pour faire le ménage, voilà. Oui, c'est pas Bob qui va dire ça. Non, on est bien d'accord. Il y aura un rendez-vous. Désolée. Les gars. Je pense que vous prenez cher de jours. Hier, ça fait 2 jours. Thomas, merci d'être toujours là. Il est encore là. Hein. Ah oui, non, mais précieux. Un exemple. Est-ce que vous avez des questions pour Juliette? Ah oui, non, c'est le micro-baladeur. Il est fantastique. Il y a du budget. Allez, rien que pour avoir le micro dans les mains. Ah. Il va reposer le micro. Un avis sur quoi? Sur le droit des femmes. Sur le droit des femmes. Alors moi j'ai évolué dans un milieu qui est aussi le milieu musical, où il y a énormément d'hommes. Je vais parler de mon expérience parce qu'il n'y a que comme ça que je peux illustrer. C'est un sujet qui est très important pour nous parce qu'on essaye dans ce milieu-là d'installer des nouvelles chartes, justement, alors plutôt liées à tout ce qui est un peu comportement déviant des personnes envers les femmes. On essaye d'avoir des mouvements de More Women on Stage. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre nous-mêmes, donc on a un groupe de musique, on a une association, essayer de faire signer les chartes, non seulement à toutes les personnes qui adhèrent à l'association, et de dire voilà, qu'est-ce qu'on respecte, qu'est-ce qu'on met en place, comment on aide si nous on voit des comportements qui ne sont pas normaux. Et c'est surtout sur les moments de festival ou de concert aussi, c'est d'avoir des personnes référentes qui sont formées à tout ce qui est plutôt agression justement ou autre, et qu'elles soient des personnes référentes sur ces événements-là pour qu'on puisse aller les voir et dire j'ai eu affaire à ce... Alors pas forcément la personne agressée d'ailleurs, c'est moi par exemple, j'ai vu une situation où je ne savais pas trop comment agir parce que parfois on ne sait pas comment agir, c'est d'aller voir les personnes référentes. C'est des points qui sont assez importants. Je pense qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement juridique aussi, tout simplement. Ces chartes-là ne sont pas nées de juste nous, l'envie de sortir une charte. C'est des documents qui sont dans le milieu de la musique et qui existent. Et après, moi personnellement, je suis très sensible à ce genre de sujet parce que je ne travaille très souvent qu'avec des femmes autour de moi. Profession, elle en est un exemple. Donc moi, en tant qu'homme, je reste toujours très étonné des situations inégalitaires qu'il y a aujourd'hui, de devoir forcer les choses. Un peu comme vous disiez, le côté quota, le côté il faut des quotas.
très bien si ça fait avancer les choses parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais comment ça se fait qu'on ne puisse pas faire autrement en fait? Moi, c'est quelque chose qui me... Surtout quand je vois ce qui se passe pendant à chaque fois sur le salon pendant 2 jours, on voit tout ce qui existe, tout ce qui se fait, toutes les forces créatives qu'il y a, enfin, et tout ce qui est possible à mettre en place. C'est toujours étonnant de devoir forcer les choses. Voilà, si j'ai pu donner mon avis. Quelqu'un veut le cube? Merci. T'as des questions aussi, sinon, à moins que... Voilà. Quand vous parlez toutes les deux, enfin, tous les trois, je pense à ma situation. Enfin, c'est pas facile de parler de ça. En fait, moi, je suis en arrêt depuis le 22 janvier. Je suis directrice de crèche, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et j'ai eu un problème de santé parce que j'ai eu un problème de communication. Alors, avec une femme. Et la femme, c'est la directrice adjointe. Et en fait, on ne s'est pas compris. Elle a utilisé l'autoritarisme même. Donc moi, par rapport à ça, je suis en état de choc. Et je pensais qu'il y avait une solidarité entre les femmes. Non. Et je découvre à 50 ans que ça existe. Et voilà. Mais les droits des femmes, c'est pas que pour les hommes, hein. Ouais. Ouais. C'est aussi les enfants qui doivent respecter les femmes et c'est les femmes qui doivent respecter les femmes. Voilà. Et ça, je pense qu'elle n'a pas compris. Et donc, c'est compliqué de se défendre aussi par rapport à ça, parce qu'il y a des choses subtiles qui sont mises en place. Là, vous avez tourné le cube. Il y a un micro, pardon. Et ce qui est compliqué aussi à se gérer, c'est la femme seule qui doit se débrouiller avec un enfant dans toutes les démarches pour faire reconnaître son travail et ses compétences dans un milieu d'enfants en plus. Compliqué de faire les démarches, de savoir par quoi on commence. Est-ce que je demande un avocat? Alors j'en ai parlé à mes collègues. On me demande des preuves écrites. Les collègues ont peur de faire des preuves écrites parce qu'elles m'ont dit sincèrement qu'elles sont en CDI, elles ne veulent pas perdre leur travail, elles ont un salaire fixe. Donc tout ça, c'est compliqué. En ayant une santé fragile, ça fait 1 an que ça traîne. Et c'est pour ça que je suis venue aussi à cette conférence, pour essayer de voir, pour comprendre et essayer d'avoir un éclaircissement sur le droit réel de la femme, mais concrètement et entre nous. Voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Alors, la réponse juridique, ça serait de voir un avocat spécialisé en droit du travail pour voir comment vous accompagner dans votre démarche pour négocier une sortie. Alors ça, je l'ai su à la fin, enfin, en parlant. J'ai juste vu avec une protection juridique par rapport à ma banque. Donc là, j'ai quelqu'un qui a... Un avocat spécialisé dans votre domaine. Vous pouvez, si vous allez au tribunal, il y a un bureau qui s'appelle le bureau de l'aide juridictionnelle, où vous pouvez bénéficier de démarches d'avocat. Et il faut surtout demander à un avocat spécialisé, parce que en fait, un avocat, c'est comme les médecins aujourd'hui. Il y a les généralistes, bon, ça reste des avocats. J'ai rien contre les avocats généralistes, mais quand le problème est un peu compliqué, il vaut mieux aller voir un avocat spécialisé en droit du travail qui, normalement, va vous accompagner dans votre démarche, vous aider à monter votre dossier et essayer, donc ça c'est le conseil professionnel, de vous aider à négocier une sortie. Voilà. Après, le conseil personnel, qui n'est pas évident, je ne vous connais pas, donc je prends un risque que je ne mesure pas, c'est que vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, donc il faut rebondir. Oui, je pense à un bilan de compétences, essayer de trouver notre formation, essayer de partir... Il faut rebondir. Mais ça a été une réflexion sur 1 an. Enfin, je veux dire, tout ça, ça se met en place. Et c'était très compliqué au départ. Mais là, je commence à... Si je ne veux pas m'effondrer, j'ouvre les yeux. Vous ne pouvez pas vous effondrer, vous avez un enfant. Exact. C'est vrai. Impossible. Vous êtes obligé de rebondir. Et vous allez y arriver. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas qu'une vie. Hein, voilà. Que vous réussissiez à avoir vos droits et à négocier votre sortie, à récupérer un peu de sous, c'est une chose. Votre fierté, votre honneur, tout ça. Mais finalement, c'est surtout rebondir le sujet. Ça, c'est le passé déjà. Ok.
Donc je ne sais pas si des femmes sont concernées par... Moi j'ai une question, mais c'est pas... Ah ouais. Donc je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé aussi, et puis voilà, donc on s'en sort, quoi. On s'en sort pas avec une jambe cassée, j'espère. Oui. Je lance. Ah non, je lance. Ça se lance. Ah, Merci. Bon, j'aime pas du tout parler au micro, donc... Pour le récupérer avec la jambe mais dans c'est vrai le... que parfois, c'est un peu effrayant de se rendre compte, comme madame disait, à quel point parfois les femmes peuvent se voler entre les plumes. Après, je pense que c'est aussi une question de survie. On est habitué, en fait, à devoir toujours être sur le qui-vive, à se sentir en compétition avec tout le monde. Et quand on ne fonctionne pas dans ce moule, on peut vite se faire manger, en fait. Donc pareil, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Donc voilà, aussi, j'essaye de rebondir. Mais c'est vrai que ça a été vraiment une prise de conscience, parce que pour moi, c'était sororité. On est tout ensemble, on sait ce que ça veut dire, on comprend ce qu'on vit. Et en fait, après, c'est au niveau des personnes. C'est au cas par cas, mais c'est vrai que ça a été assez... un coup de massue, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de question particulière. Du coup, moi j'avais une question plutôt par rapport au sexisme ordinaire qu'on peut avoir par exemple sur le lieu du travail. C'est à titre d'exemple, par exemple, moi j'ai été sur des congrès, il y avait mon patron qui était avec moi, et il y avait des hommes et moi, et il a un rendez-vous avec des clients, et il va demander un verre d'eau, et forcément il ne va pas demander un verre d'eau aux hommes. Donc c'est moi qui suis obligée d'aller le chercher. On est dans une situation, on est dans un cadre professionnel avec des clients. Comment on gère ça a posteriori, parce que moi c'est quelque chose que j'accepte pas. Comment faire valoir un droit potentiellement sur ça, parce que ça se trouve, lui, c'est insignifiant, il s'en souvient même pas. Ouais, vous êtes dans quel type d'entreprise? Vous avez des bilans, Il y a des bilans normalement. C'est à annuels, ce moment-là que vous devez remonter. Alors en fait, il y a deux possibilités. Soit vous allez voir directement la RH pour remonter le point en disant que vous avez été choqué. Ouais. C'est-à-dire la réaction immédiate. Et hypothèse 2, vous faites remonter le point au moment de votre bilan de milieu d'année ou de fin d'année. Hypothèse 3, qui est sympa, mais ça c'est pareil. Là c'est la partie juridique. Donc là c'est le conseil juridique. Ouais. Et là, le conseil non juridique, c'est de quand il vous demande d'aller chercher de l'eau, vous dites que vous ne pouvez pas. Ouais, mais c'est compliqué quand on est face avec des clients, entouré de clients. Bah oui, mais en fait vous dites là je peux pas, et vous allez voir qu'en fait la personne va être un peu, c'est pas méchant, vous dites je peux pas. Okay. Et donc la personne va être un peu désordonnée et va demander à quelqu'un d'autre. Ok. Ouais. Moi j'ai déjà fait ça. On m'a demandé une fois, là tu pourrais aller chercher les photocopies. Ah ben non, là je peux pas. Ok. Alors, non, désolée. Pas se justifier. Ouais, c'est ça. On n'est pas. C'est non quoi. Ok. Il y a ça aussi. Et alors après, je connais pas votre situation, etc. Donc ça peut être. Mais j'ai rarement vu des sanctions parce que vous avez dit non. Ouais. C'est ça le truc. C'est que je pense que c'est aussi une posture qui fait que certains d'entre nous se mettent dans une position qui fait que l'autre va oser. Ok. Il faut savoir dire non. Il faut savoir, en fait, montrer à votre patron, parce que je sais même pas sûr qu'il y a un manque de respect derrière ça. Non, je pense que c'était inconscient de son côté. Hein. Je pense que, voilà. Et donc c'est non. Ouais. C'est de la pédagogie, en fait. C'est dire, ah mais non, je peux pas. Et oui, c'est... S'autoriser à dire non. Le consentement, ouais, ça c'est, c'est un grand sujet sur le droit des femmes, la question du consentement. On peut lancer un vraiment, il a volé depuis 2 jours. J'ai écouté un podcast sur le sexisme, ça s'appelle Des miettes, et c'est le dernier podcast qui est sorti sur des femmes qui ont été interrogées sur des situations vraiment, je sais pas comment dire, abusées dans tous les sens du terme. Donc je serais contente d'avoir la partie, j'aime bien les tips que vous avez donnés pour le verre d'eau, on me dit tout simplement je sais pas, je peux pas. Et là, l'une des anecdotes que j'ai entendues, c'est une femme qu'on traitait de poule de luxe. Et un jour, un de ses collègues lui a dit écoute,
c'est dommage que tu te sois pas réveillée ce matin et que tu sois en télétravail parce que j'avais mis un slip propre. Donc les femmes qui étaient dans le podcast, elles ont 25 ans, donc elles disaient quoi, c'est abusé et tout ça. Oh, c'est drôle. Comment ? C'est drôle. Et donc j'aurais bien voulu avoir votre avis parce qu'elles ont dit aux filles, t'as fait quoi ? T'as rigolé ? Elle dit, Bah oui. forcément j'ai rigolé. Bah oui, Et en fait, on ne sait pas quoi faire d'autre. Et moi aussi, j'ai rigolé. Plein de fois, j'ai rigolé. Et des fois, c'était vraiment drôle, des fois, vraiment malaisant. Mais voilà, si vous avez un petit tips pour ça. Pour le slip propre Pour le slip propre, ouais, ça me fait penser... En fait, je sais pas, parce que dans le contexte, moi, l'histoire du slip propre, ça me fait penser à Thierry Lhermitte dans Les Bronzés, quoi. Je comprends pas, il est propre de ce matin. Donc voilà, donc ça me fait rire. Quelqu'un me dit ça, ça me fait rire. Mais après, c'est toujours, encore une fois, une histoire de curseur. Chacun a son expérience personnelle. Et voilà, moi, quand on m'appelle jeune fille au tribunal, ça me fait moyennement rire. L'histoire du slip, ça me fait vraiment rire. Voilà, donc je pense que... après... il y a peut-être aussi une question d'âge. J'ai la sensation que plus je vieillis, moins je me laisse emmerder. Ça, c'est pas très juridique, mais c'est vrai. Et puis après, il y a une autre chose qui peut-être un petit tips qui pourrait vous aider. C'est que plus on comprend l'environnement juridique, plus on trouve les mots et les façons de se défendre. Ça, c'est un bel appel pour le bouquin. Non, pas du tout, parce que... du coup, je rebondis, moi qui l'ai lu. non, pas du tout, parce que... Mais c'est vrai que si le sujet vous intéresse, parce que dans votre milieu professionnel, vous estimez, je parle de vous, mais c'est pas pour vous que c'est dirigé, parce que vous estimez être victime de harcèlement, mon conseil serait d'acheter un livre très facile sur le harcèlement, pour comprendre déjà ce que c'est en droit, pour voir si vous êtes dedans. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est harcelé, mais on ne l'est pas. Et d'autres fois, on a l'impression qu'on ne l'est pas, mais on l'est vraiment. Et des fois, ça peut mener à des catastrophes psychologiques, parce qu'en réalité, on endure, et puis en réalité, on est harcelé depuis des années. Donc c'est toujours important, puisqu'on vit dans un état de droit, et c'est une chance qui est déjà très malmenée, mais pour l'instant, nous y sommes toujours. Donc mon conseil, ça serait celui-là. À chaque fois que vous sentez une situation où vous ne savez pas comment réagir, déjà comprendre l'environnement juridique, qui est parfois assez complexe, pour saisir les droits des uns et des autres. Est-ce qu'il est supérieur hiérarchique? Est-ce qu'il est inférieur hiérarchique? Est-ce qu'il est au même degré que moi? Qu'est-ce que c'est qu'un CODIR? Qu'est-ce que c'est qu'un COMEX? Comment tout ça, ça s'articule? À qui je dois faire remonter l'information si j'ai une DRH? Si j'ai pas de RH, qui s'en occupe? Est-ce que c'est le DAF? Enfin, vous voyez, bien comprendre déjà comment tout ça, ça s'articule et ça se met en place, pour après savoir réagir. Et c'est la même chose que je conseille aux femmes victimes de violences. C'est avant même, parce que l'histoire est toujours la même, elles ont beaucoup de mal à en parler et tout ça. Et je pense que pour aider ces situations, c'est pareil, je recommande la lecture d'ouvrages juridiques en droit pénal ou sur les violences conjugales ou autres qui existent, pour expliquer le ressort, ce qui va se passer, etc. Parce que les schémas, on les connaît, ils existent, et expliquer ce qui peut être mis en place au titre de la prévention et de la sanction, pour après pouvoir faire son choix en conscience. On a plombé l'ambiance. Merci. Non. Non, mais c'est vrai que déjà dans l'entreprise, de pouvoir vérifier qui est garant de respect des droits. Exactement. Normalement, il y a des chartes. Il y a C'est des qui le chartes garant qui sont mises en place avec normalement des personnes qui sont chargées de ça, même quand ce ne sont pas des grosses entreprises. Maintenant, ça existe tout ça. Bonjour. Moi, je voudrais parler d'une expérience que j'ai pu subir et voir si ça serait judiciable d'aller jusqu'au bout ou pas. Donc c'est aussi le droit du travail. Alors en fait, c'était avec une maman. Moi, j'étais du coup babysitter, garde enfant à domicile. Non déclaré?
Si, déclaré, donc Mais quand vous avec dites page emploi, avec page emploi, particulier employeur. Et en fait, il s'est passé quelque chose et la maman, on en a parlé avec la maman, avec les filles, et par la suite, en fait, elle voulait prendre une autre babysitter qui avait, elle, le permis. Et en fait, elle a voulu un peu finir le contrat en me prétextant que c'était parce que cette autre babysitter avait le permis, donc c'était plus simple. Sauf que par la suite, moi, je sais qu'il y avait toute une démarche avec le préavis, les lettres, Vous étiez en les papiers. CDD ou en CDI? Alors, c'était en 2022. Du coup... Alors, ça n'a rien à voir avec la date, c'est simplement, est-ce que dans Ouais, votre... non, il y avait un réfléchis. terme ou il n'y avait pas de terme? Il n'y avait pas de terme, non. C'est pour ça que je réfléchissais, mais non, c'est CDI. Ouais. Il n'y avait pas de terme. Vous faisiez combien d'heures par semaine? Alors, je faisais combien d'heures? Donc, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi, 16h30, 18h. Donc, je faisais 1h30 x 4. Voilà. Et parfois, ça dépassait. Et voilà. donc, vous n'avez pas fait votre préavis? En fait, elle m'a... du week-end, elle m'avait dit qu'elle allait me donner le papier en question pour commencer les démarches et pour débuter le préavis. Et en fait, ce jour même-là, elle m'a dit, quand je lui ai dit, je comprends pas, vous devez me donner le papier parce qu'il y a une démarche, quoi, c'est la loi. Elle voulait faire sa propre loi, en fait. Comme il y a des parents qui sont particuliers employeurs, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, alors qu'il y a des papiers, enfin voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, écoute, si tu veux pas négocier le préavis, je te menace je te licencie. Je te licencie pour faute grave, si tu veux pas négocier le préavis. Parce qu'en fait, elle ne voulait pas me payer moi et en même temps l'autre babysitter qu'elle allait embaucher. Parce que du coup, elle aurait dû me payer mon préavis et la babysitter là, avec qui elle avait un rendez-vous pour l'embaucher. Et donc, en fait, on a fait le contrat s'est fini assez brutement, c'était assez brutal, alors que ça se passait très bien aussi avec les filles. Il y avait beaucoup d'amour, tout ça. Et voilà. J'ai vu vraiment un autre visage. En fait, j'ai été énormément choquée. J'ai pas compris. Parce que ça se passait très bien avec elle, avec son mari, avec ses enfants. Il y avait beaucoup d'amour, tout ça. Et d'un seul coup, se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont dans l'amour, qui sont très gentilles, que derrière, il y a un tout autre visage. C'est très choquant. Et du coup, on a fait des retours de lettres recommandées. Où moi, j'avais parlé avec un avocat au téléphone d'amis. Il m'avait dit un peu quoi faire. Et en fait, elle ne voulait pas, dans les retours de lettres recommandées, payer le préavis. À la base, elle ne voulait pas non plus payer les congés payés. Pour finir, elle m'a quand même payé les congés payés. Et en fait, au bout de la deuxième lettre recommandée, moi, j'étais assez seule. Puis en plus, j'étais partie à ce moment-là en Bretagne, donc j'étais plus dans le Nord. Et quand je suis revenue, j'ai pas réentamé les démarches. Et en fait, je me demande si c'est judicieux, parce que je sais que j'ai 3 ans. Et c'était en 2022, donc j'ai jusque l'année prochaine si je veux continuer les démarches. J'avais quand même appelé, on m'avait dit que je pouvais appeler un délégué syndical et que ça pouvait peut-être être réglé avec un délégué syndical. Voilà, moi je ne sais pas si c'est judicieux d'aller jusqu'au bout parce que c'est votre décision. Est-ce que vous avez envie de récupérer les sous ou pas? C'est ça la question qui se pose. Parce que je me dis c'est pas énormément d'argent, mais après, c'est ce que j'ai vécu en fait, le choc, ce qu'elle m'a fait subir. Après, il y a le pardon, parce qu'en fait, l'univers me dit de me libérer du passé, que le passé, c'est passé.
Mais c'est vrai que la justice, elle est là aussi. Et est-ce que je dois me faire entendre et prendre ma place et aller jusqu'au bout? Est-ce que je peux gagner? Parce que si elle dit non, est-ce que je dois aller voir à Mais s'il n'y a pas de faute grave, moi je ne sais pas ce que vous avez fait dans le cadre de votre exercice professionnel, mais s'il n'y a pas de faute grave ou de faute lourde, le préavis doit être payé. Oui, et vous pouvez même avoir des dommages et intérêts si la rupture a été très brutale. Ce qui semble être le cas, puisque vous semblez encore ému 2 ans après. Donc voilà, soit on en fait une affaire de principe, soit on n'en fait pas une affaire de principe. D'accord. Et comment si elle qualifie que c'est... Je vais juste vous interrompre parce qu'en fait il est déjà 16h pardon. et que en fait c'est surtout que on peut prévoir aussi un petit temps d'échange au niveau de la librairie parce que Juliette, vous avez un taxi dans moins d'une demi-heure. Donc c'est aussi pour vous rappeler que le temps passe vite. Mais donc si vous voulez prolonger les échanges sur la librairie, voilà, si vous voulez profiter aussi encore de la présence de Juliette Mec pour en tout cas une dédicace, c'est possible. Voilà. Et donc moi je tenais à remercier, merci beaucoup pour les échanges et les partages et pour votre présence aussi. Et c'est notre dernière conférence de cette édition. Donc bon week-end à chacune. J'espère que vous repartez boostés aussi.